Monsieur le maire, mesdames et messieurs conseillers de ce conseil scientifique, et vous tous, citoyens, concitoyens de Marly-le-Roi, je suis touché, étonné ce matin de ce qui est la volonté que j'entends chez vous, d'abord dans le propos de monsieur le maire, la clarté de cette conviction qu'il faut effectivement faire quelque chose pour relancer la citoyenneté, que disons les propos moroses, désengagés, fatalistes, pessimistes, bref, tout ce qu'on entend quotidiennement, et surtout, vous l'avez dit, via les médias, nous oblige à réagir, certes, et à repenser ce qui peut nous motiver effectivement dans cette capacité que nous avons, nous les humains, à vivre ensemble. Alors je vais, en tant que philosophe, essayer d'interroger un peu justement cette affirmation que nous, les humains, nous souhaitons vivre ensemble. Ça ne va pas de soi. Je vais l'interroger en repartant du départ, à savoir, comme l'indiquait monsieur le maire, de la Grèce, de l'exception grecque qui a pu conduire à penser la démocratie et la citoyenneté, les deux marchant ensemble. Et comme il a été rappelé par Stéphane Gaulier, qui m'a amicalement comme ça introduit et a servi de médiateur dans ma présence ici, donc je vous remercie, cher Stéphane, de cette intervention. Je vais donc passer par faire un détour par la Chine pour sonder ce qu'est une culture qui n'est pas passée par ça, qui n'a pas connu la citoyenneté, et pourquoi. Et c'est important aujourd'hui, puisque nous sommes dans un monde où il y a les uns et les autres, dictature, et puis les régimes qui tâchent, qui essayent d'être démocratiques. Et puis, dans un troisième temps, j'essaierai d'envisager ce que peut être, effectivement, être citoyen aujourd'hui. Aujourd'hui, quels sont les modes possibles de citoyenneté ? Et comme il m'a gentiment convié à cela Stéphane Gaulier, j'avancerai un mot d'un concept auquel je tiens, parce que je crois qu'il fait partie de l'être même citoyen, savoir décoïncider. Voilà donc ma feuille de route. Soyez patients, parce que la philosophie s'abstrait un peu, mais je vous promets, c'est pour revenir au concret, revenir au quotidien, revenir à Marly-le-Roi. Qu'est-ce que c'est que cette idée grecque selon laquelle nous désirons vivre ensemble? C'est ce que dit Aristote dans ce texte fondateur de la pensée européenne, qui est que si nous vivons ensemble, ce n'est pas seulement par intérêt, ce n'est pas seulement pour nous secourir, ce n'est pas seulement pour faire du commerce, ce n'est pas seulement pour nous enrichir, c'est parce que nous désirons naturellement vivre ensemble. Pourquoi ? Le mot grec, là, il est fort, parce qu'il nous dit que c'est pour vivre heureux. Le euzen, pas seulement vivre, mais bien vivre. C'est pour bien vivre que nous avons besoin de vivre ensemble. Bien vivre, to euzen. Il y en a quelque chose, alors le texte, il est fondateur parce que c'est celui qui n'a cessé d'habiter notre pensée en Europe, donc dans la politique d'Aristote. Et quand on y dit donc qu'il y a des raisons, je dirais négatives, au fait de vivre ensemble, se secourir, faire du commerce, bref, s'enrichir, tout cela, mais qu'il y a une raison positive et qui fait de nous ce que la formule est retenue par tous, n'est-ce pas, on traduit animal politique, des animaux politiques. J'aime pas le mot animal, c'est un zoon politikos. C'est-à-dire, nous sommes des vivants politiques. Nous sommes des vivants politiques, n'est-ce pas ? C'est ça qui nous fait vivants, c'est que nous sommes des vivants politiques. Et cela conduit à interroger à partir de là ce qu'a été notre pensée de la liberté. Puisque démocratie, citoyenneté, liberté, cela va ensemble, oui. Mais le mot liberté est un terme qui est équivoque, qui a été mis, je veux dire, à toutes les sauces. Donc il faut distinguer, et notamment les Grecs avaient plusieurs mots pour dire liberté, qui nous permettent déjà de commencer à analyser ce que peut être cette idée de liberté. Au moins deux mots en Grèce. Exousia, qui signifie faire ce qui me plaît, ne pas être gêné par les autres, c'est pas exestis, il m'est permis. Voilà. C'est un sens donc faible, dont se distingue un autre mot, qui est éleutéria. Monsieur le maire a rappelé Jacqueline de Romilly, et donc cette
importance en France du travail des hellénistes, eh bien, j'ai été son étudiant jadis, éléuthéria au sens de indépendant pour la cité ou pour les individus, donc de ne pas subir la pression des autres, de ne pas subir la violence des autres. Et on verra que la grande opposition que met en jeu la démocratie et la citoyenneté, c'est qu'il y a deux façons d'exister, soit sous la violence, soit par la persuasion. Et la démocratie, c'est le choix de la persuasion, donc la parole, voire contradictoire, contre la violence. Donc, l'éléuthéria dit à la fois l'indépendance, mais aussi, j'insiste sur cela parce que c'est souvent un peu oublié, être libre, c'est participer. C'est le sens grec. Je suis libre dans la mesure où je participe à la cité. C'est ce qui, je crois, nous réunit aujourd'hui. Et donc, mon propos serait de sonder qu'est-ce que c'est que cette participation, telle que les Grecs l'ont conçue, comme étant le versant positif. Il ne s'agit pas seulement de ne pas subir la contrainte des autres. Il s'agit, pour être citoyen, de participer activement à la police, à la cité. Vous trouvez cela aussi chez Aristote, ce grand texte qui est la Poétique d'Aristote, quand il nous dit ceci. Nous devons examiner qui a droit à l'appellation de citoyen et quelle est la nature du citoyen. Bon, je commence par cela parce que, vous voyez, c'est la question posée par Aristote dans la Politique. On ne peut pas faire mieux. Être citoyen, ce n'est pas seulement habiter à un certain endroit. Vous savez qu'à Athènes, les esclaves habitaient bien à Athènes et sans être citoyens. Ce n'est pas seulement de pouvoir se défendre au tribunal. Et on sait aujourd'hui l'importance qu'il y a pour les sans-papiers, par exemple, d'avoir néanmoins le droit de se défendre en justice. Même s'ils ne sont pas citoyens, ils peuvent se défendre. Vient la définition d'Aristote, je la lis. Un citoyen au sens absolu. Alors c'est important, au sens absolu. Il y a de l'absolu dans le fait d'être citoyen. Ce n'est pas dans le relatif et dans le banal. Il y a de l'absolu qui constitue cet être citoyen. Un citoyen au sens absolu ne se définit par aucun autre caractère plus adéquat que par la participation, métékein en grec, aux fonctions judiciaires et aux fonctions publiques en général. Être citoyen à Athènes, c'est être membre de l'Assemblée, de l'Agora, et donc, à ce titre, être activement citoyen. Et là, la question est précisée parce que, on pourrait dire, mais les citoyens membres de l'Assemblée ne sont pas magistrats. Oui, mais qui a la souveraineté civique? Ce sont les citoyens, ce ne sont pas les magistrats. Ce sont les citoyens, c'est eux qui sont la base de la démocratie et ceux qui en constituent, disons, l'élément porteur. Alors, j'évoque là les fondements grecs. Vous savez, moi je me suis intéressé à la pensée chinoise, à la langue pensée chinoise, parce que j'étais jeune helléniste et je me suis dit, on dit communément, nous sommes héritiers des Grecs. Mais que sait-on de cet héritage grec tant qu'on n'en est pas sorti? Donc j'ai fait le choix, je normalien, d'un dehors helléniste, d'aller voir ailleurs, et pas n'importe quel ailleurs, l'ailleurs le plus ailleurs. Pas forcément l'opposé, mais vraiment ailleurs, l'ailleurs chinois. Ailleurs par l'histoire, puisqu'il faut tant de temps pour que les deux mondes, les deux côtés du grand continent commencent à se rencontrer. Marco Polo, oui, mais il ne sait pas très bien qu'il est allé en Chine. Sous les missions, 15e, 16e siècle, où on débarque en Chine. Et puis, ailleurs, donc ailleurs par l'histoire, mais ailleurs aussi par la langue. Sortir de la langue européenne, sortir de la langue indo-européenne, donc ce n'est pas l'Inde, et en même temps dans une écriture, vous le savez, qui n'est pas phonétique, mais idéographique. Il n'y a que deux écritures possibles, soit phonétique, soit idéographique. Il y a eu d'assez nombreuses écritures idéographiques, mais une seule est restée, le chinois. Donc il y a là une possibilité d'extraversion, d'aller voir ailleurs comment ça se passe, pour revenir ensuite chez soi, pas ensuite d'ailleurs, en même temps chez soi, sinon on ne revient jamais, parce que c'est tellement vaste d'étudier la culture chinoise que si vous y allez sans avoir déjà le désir de vous réinterroger à partir de là, vous ne le ferez pas. Mais il y a donc là quelque chose qui peut servir de point d'appui et reconsidérer donc ce qui nous paraît tellement connu, comme disait Hegel, le bien connu est inconnu. On croit bien connaître, mais par là même, on ne connaît pas vraiment. Et ce bien connu, je l'évoquais d'abord à partir des Grecs, dans cette pensée,
singulière de l'être citoyen. Et vous connaissez le second temps de cette affaire, qui est le temps de la philosophie classique en Europe, ce qui a fait Europe, du XVIIe au XVIIIe siècle, qui est le deuxième moment de cet advenir citoyen dans la pensée européenne. Alors, qu'est-ce qui se passe des Grecs à ce second temps, qui est celui de la philosophie classique européenne, disons de Hobbes à Rousseau? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'on est plus sûr que nous désirions naturellement vivre ensemble. Et que ce bien vivre, nous y tendions collectivement d'emblée, par nature, fusei, comme disaient les Grecs. On en est plus sûr, pourquoi? D'abord parce qu'on a changé d'échelle, et pas seulement d'échelle. On est passé de la cité à l'État. La cité grecque, quelques dizaines de milliers de citoyens, c'est tout petit, et c'est circonscrit, c'est entouré de murailles, ça fait un monde à part. À l'État tel qu'il se constitue à l'époque classique, dans les grandes monarchies, en Angleterre, en Espagne ou en France. Et donc, l'État, c'est un appareil. Ce n'est pas seulement une assemblée de citoyens à l'agora, avec des institutions qui en sont dérivées, mais c'est un appareil d'État. Quand on traduit les textes grecs, et qu'on souvent, vous voyez, dans la traduction, on traduit police par État, non, police, c'est cité. État, c'est tout autre chose, inventé dans cette, disons, nouvelle forme politique que sont d'abord les grandes monarchies de l'époque classique. Et puis, ce qui se passe entre le monde grec et puis ce monde classique européen, c'est qu'on change de croyance, plus largement d'idéologie. On passe des dieux grecs, dieux de la cité, à la religion chrétienne. Et la religion chrétienne qui a rompu avec la nature, y compris avec la nature humaine. Si Aristote dit que nous désirons naturellement vivre ensemble, la pensée chrétienne ne croit plus à ce naturel-là, puisqu'il y a la chute, le péché originel. Il y a donc quelque chose qui est venu dans l'histoire, qui nous a séparés de cet originaire naturel, et qui est donc une sorte de fissure qui s'est comme ça, qui a coupé l'histoire, et d'une façon aussi, chacun de nous en tant que sujet. C'est la conception chrétienne, dans la pensée grecque, dans le théâtre grec, on peut croiser un dieu dans la rue, ou Jupiter va dans le lit des mortels, n'est-ce pas? Il y a donc entre l'au-delà et nous, il y a comme ça un va-et-vient que peuplent d'ailleurs les héros, demi-dieux, qui sont médiateurs entre ces deux mondes. Évidemment, c'est tout cela qui change avec la pensée chrétienne. Et donc, l'idée de la nature a totalement changé de ce qui serait notre désir naturel, et d'abord de vivre ensemble. Et puis le troisième point, c'est qu'il y a un nouveau statut social qui a émergé, qui s'est promu, qui est le bourgeois, l'individu bourgeois, celui qui va porter le capitalisme, d'abord capitalisme commercial, puis capitalisme industriel à l'époque classique, et qui va faire le monde d'aujourd'hui. Donc il y avait cette rupture-là qui nous oblige à repenser à nouveau frais ce que peut être citoyen à l'époque classique. Alors, je dirais d'abord que c'est à considérer parce que nous en venons, dans ce second temps de l'idée de citoyen, à opposer l'homme au citoyen. Rappelez-vous notre Constitution, droit de l'homme et du citoyen. C'est donc que les deux ne se recouvrent plus, c'est qu'il y a l'homme naturel, et puis quelque chose qui lui est rajouté, qui est la citoyenneté. Donc c'est le second temps de cette idée qui pense la citoyenneté par écart avec la nature. Et donc, en pensant à la souveraineté, par écart avec la nature, donc en rapport à quoi? À ce qu'on appellera la souveraineté. La souveraineté d'ailleurs qu'incarnent les monarchies, n'est-ce pas, à l'époque classique en Europe. Donc, être citoyen, ou la pensée de l'être citoyen, nous détache de l'état de nature, et par convention, c'est ça qui est nouveau, par convention, institue la souveraineté, qui, elle, va nous, en retour, nous constituer en citoyens, comme participants à cette souveraineté. Il y a donc une convention, ce qu'on appellera un contrat social de Rousseau.
Un contrat, parce que comme c'est plus naturellement que nous tendons à l'être, citoyen, eh bien il faut un contrat qui le définisse, et qui définisse un accord où je m'aliène, comme dit Rousseau, de mon état de nature, je renonce à cette, à cet être premier pour, eh bien, par convention, par contrat, accéder à un nouveau statut de citoyen qui a quel intérêt? Qui a l'intérêt de me protéger d'abord, de me protéger, d'assurer ma sécurité et d'assurer mes droits naturels. C'est l'instance publique, la souveraineté publique qui va donc assurer cette sécurité que j'ai au départ aliénée en contractant cette convention collective. Il faut protéger l'homme. Protéger l'homme en assurant sa sécurité et protéger l'homme de l'homme. De l'homme parce que l'homme est porté par les intérêts individuels, égoïstes, à, disons, ne pas s'incliner devant cet intérêt collectif qui doit prévaloir pour fonder la possibilité d'intérêt privé. Donc, protéger l'homme en lui-même, de lui-même, en assurant une possibilité de morale publique et la promotion d'intérêts collectifs au détriment de l'intérêt individuel, mais pour en assurer la possibilité réelle dans l'histoire. Vous voyez ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que qu'est-ce qui menace la citoyenneté? Eh bien, c'est l'individualisme. Et disons, l'intérêt égoïste un peu moral, mais c'est de cela qu'il s'agit, c'est bien de égo qu'il s'agit, n'est-ce pas? L'intérêt, parce que c'est ce qui a été promu par, disons, la pensée, la société de l'époque classique en Europe, c'est ce statut d'individu libre, qui veut affirmer sa liberté et qui est en puissance, qui monte en puissance par le statut bourgeois, qui lui assure la richesse et qui sécrète donc cet individualisme que la société grecque connaissait déjà, mais dont elle pouvait encore se prémunir. Or, dès lors que le statut de l'individu bourgeois est celui qui porte l'histoire, comme c'est le cas maintenant dans les monarchies d'époque classique, c'est lui qui est porteur de l'histoire, c'est lui qui fera la révolution politique, c'est lui qui, disons, en rompant avec la tradition aristocratique, avec les liens du sang, va promouvoir un statut nouveau qui, disons, l'individu bourgeois, qui va aboutir aux Lumières et porter cette exigence de contrat social. La nature humaine est devenue suspecte. Et donc, il faut s'en protéger dans cette, disons, tension ou propension individuelle qui est la sienne. On est donc loin des anciens qui se demandaient à quelles conditions l'excellence de la nature humaine raisonnable, pensée grecque, n'est-ce pas, pouvait s'accomplir dans la cité. Alors, il y a toutes les variantes qui déploient notre pensée politique européenne au XVIIe et XVIIIe siècle, de Hobbes à Rousseau, mais la conviction commune, c'est que la nécessité de créer une raison publique parce qu'il n'y a pas assez de droite raison individuelle selon laquelle les individus pourraient s'entendre entre eux. Je dis cela en termes de Hobbes, et chez Rousseau, l'idée qu'il faut dénaturer l'homme pour le faire citoyen. Dans les deux cas, donc, l'ordre civil est en discontinuité, l'ordre civique est en discontinuité avec la nature première de l'homme, et conduit donc à cette pensée du contrat pour pouvoir s'associer. Ça, je ne fais que dire, disons, les éléments premiers à titre de repère, de la constitution historique de ce statut de citoyen dans la tradition européenne. Je dis la tradition européenne, mais c'est la seule, n'est-ce pas, qui ait porté cet avènement du citoyen dans l'histoire du monde. Il faudra repenser quand même ce qu'apporte l'Europe, n'est-ce pas? Nous voulons faire l'Europe, savoir au nom de quoi la faire. Et je crois qu'il faut la faire justement parce que l'Europe a porté historiquement bien des choses, certes, le colonialisme, etc. Mais elle a porté d'abord cela. Elle a porté l'avènement historique singulier de cet être citoyen. Je dis avènement historique singulier. Alors, soit on le fait comme je l'ai fait ce matin, mais comme vous y invitiez, monsieur le maire, à débuter cela à Athènes, soit, et c'est une pensée importante aujourd'hui, je crois que vous avez cité le nom de Marcel Gauchet, qui est de dire non, le monde a changé. Entre les Grecs et nous, il y a deux époques,
Et entre les deux, il y a l'instauration de l'État. Et donc, la citoyenneté et la démocratie naissent à la fin du Moyen-Âge, naissent au début, enfin, ce qu'on appelle la Renaissance en Europe, et puis après, ça se constitue. Mais les racines grecques, on n'y croit pas trop. Donc là, il y a un débat. Et je vous dirai pourquoi je penche vers la source grecque. C'est parce que je fais ce détour par la Chine. Et je suis donc amené, si vous voulez, à sonder non seulement quel est le statut de citoyenneté, mais surtout, quelles sont les conditions de possibilité d'un tel statut. Et c'est parce que je fais ce détour par la Chine pour interroger non seulement ce qu'est être citoyen, mais quelle est la condition de possibilité historique, idéologique, culturelle de cet être citoyen, que je suis tenté de commencer plus haut, plus tôt, chez les Grecs. Commencer peut-être très tôt, commencer peut-être dans Homère, commencer peut-être avant même la cité, avant la police. Il faut voir comment s'organise le monde de la parole. On le voit dans Homère, donc premier texte que nous ayons de la tradition grecque, l'épopée. Il y a une parole hiérarchique, verticale. C'est le roi qui parle à ses sujets, ou le chef de guerre à ses soldats. Mais il y a une autre parole qu'on voit advenir dans le monde homérique, c'est quand les soldats se mettent en rond et se distribuent, notamment les biens acquis à la guerre, y compris les femmes, excusez-moi, pour, disons, se les répartir. Et là, ils se mettent en rond, ils s'asseyent en rond, et s'asseyant en rond, qu'est-ce qu'ils font apparaître ? Un centre qui n'appartient à personne. Et quand on veut conclure un accord avec quelqu'un, il y a deux façons de le faire. Soit on donne de main à la main, c'est du troc, soit on va porter au centre, eis meson, dit le grec, et c'est là que vient le début du public. Très modestement, certes, dans ces moments dans le texte homérique où ce sont les soldats qui se mettent ensemble et donc qui ont une parole non plus hiérarchique, enfin, dans un sens ou dans l'autre, mais une parole en vis-à-vis, en face à face, autour de ce rond qui décide donc un premier espace creux, non occupé, non approprié, qui est l'espace à partir duquel va s'organiser la parole publique, égalitaire, avec l'idée qu'il y a un centre occupé par personne et qui est le centre du commun de la cité. Donc, à la plus haute époque, avant que les cités adviennent historiquement, ce qui se fait à l'époque archaïque, vers le 8e, 7e siècle, par abolition des monarchies, en tout cas dans certaines cités qui naissent en Grèce à l'époque, et qui font advenir donc cette forme politique singulière, j'insiste, qui est la cité, polis. Je dis singulière parce que je vais donc entreprendre un détour par une culture si importante aujourd'hui, ce qui forme le G2 du monde, démocratie d'un côté et puissance chinoise de l'autre, un détour pour réinterroger cet avènement grec de la démocratie. L'interroger du dehors, pas dans une sorte d'évidence que nous avons tous que la démocratie c'est bien et que ça vient des Grecs, mais de se dire, mais au fond, qu'est-ce qui a rendu possible ça ? Cette exception ou cette anomalie d'un pouvoir qui n'est plus le pouvoir autoritaire, commandé d'en haut, mais qui est un pouvoir qui s'organise tout à fait différemment parce qu'il sera égalitaire. Et d'où vient donc cette idée d'égalité ? Alors je crois d'abord que ce qui intervient, c'est l'instauration d'un plan propre du politique. Il faut distinguer la politique, qui est en gros la gestion des rapports de force, et le politique. Le politique comme conception de l'idéal politique. C'est ce que les Grecs font, c'est ce que Platon fait quand il écrit la Politeia, son système politique. Et il y a une réforme qui est essentielle, dont nous sommes héritiers sans souvent le soupçonner, qui est la réforme de la fin du VIe siècle avant notre ère à Athènes, illustrée par un nom, Clisthène, réforme de 508-507 avant notre ère, qui, après la chute de la tyrannie de Pisistrate, et qui, pour des raisons que vous ne connaissez pas très bien, sans doute aussi personnelles, prend comme allié le peuple, fait entrer, comme dit Aristote, le peuple dans son étaillerie, c'est-à-dire dans son réseau, comme on dirait aujourd'hui. Il met le peuple dans son réseau. Et il le fait par une réforme décisive
qui est de découper le territoire de l'Attique en petits morceaux, et ensuite de le recomposer. Alors, il y a 3 parties dans l'Attique. Il y a la ville, il y a la côte, et il y a l'intérieur, la campagne. Mais cette réforme est une vraie révolution, puisqu'on va ensuite constituer des dèmes qui sont formés de 1/3 de campagne, 1/3 de ville et 1/3 de côte. Donc on pense le mélange des citoyens. Donc le mélange des activités, il y aura des marins, il y aura des paysans, il y aura des artisans. Mais cette réforme étonnante, qui est de dire on va mixer le peuple. Donc on va couper les liens familiaux, on va couper les liens de proximité locale, et on va créer un corps homogène qui a un statut nouveau d'être citoyen. Citoyen à égalité. Donc il faut d'abord faire cette mesure, si vous voulez, découper l'espace pour le rendre civique. Découper l'espace, donc, à l'Attique, c'est, la ville, dans ses remparts, la côte, ses ports, et puis la campagne, ses paysans. Eh bien, on va mélanger cela systématiquement pour créer un corps civique homogène, n'est-ce pas? Alors, d'où cela est-il possible? Eh bien, parce qu'il y a en amont les mathématiques. Et l'Europe, au fond, c'est la grande réalisation de la modélisation mathématique. C'est Thalès, à Milet. C'est l'idée qu'on peut, comme ça, que les mathématiques donnent, disons, un ordre du monde. Et donc, on pourra voter, on pourra décompter des voix, dire que c'est ceux qui ont 51% des voix qui gouvernent et les 49 autres, ils attendront, etc. Donc, homogénéiser, mais à partir d'un modèle qui est l'unité mathématique. Donc, réforme essentielle, Hérodote nous le dit, le grand historien de l'époque, enfin, bien après, mais qui raconte cette histoire, Clisthène, celui qui établit chez les Athéniens les tribus et le régime démocratique. On ne dit pas en fait démocratique à l'époque, on dit isonomia, l'égalité face au nomos. Ce n'est pas encore l'idée de démocratie, à savoir que le peuple a le pouvoir, kratein, c'est il y a désormais égalité, isos au sens d'égalité mathématique. 1 égale 1. Oui, alors j'évoquais cette première mise en scène, discrète dans Homère, mais décisive pour nous, qui est de se mettre en rond et de laisser apparaître un centre qui sera le centre neutre, non approprié. Vous voyez cette phrase dans Hérodote à propos de l'isonomie, quand il dit, après la chute d'un tyran, parce que le VIe siècle avant notre ère, c'est un siècle de tyrannie. Il y a les monarchies, puis les tyrannies, et puis, dans certains lieux de la Grèce, des démocraties. Voilà ce qu'il fait dire après la chute de Polycrate de Samos. Moi, je place le pouvoir au centre. Ego de es meson tenarchen tites. Je proclame pour vous l'isonomie. Donc, c'est de mettre le pouvoir au centre, donc dans ce lieu neutre du centre dessiné par le fait de se tenir en rond, qui fait advenir cette isonomia, cette égalité de la loi, cette égalité devant la loi, qui est au départ de la démocratie. Alors, je laisse la petite histoire, mais elle est troublante à évoquer, parce que qu'est-ce qui fait cet avènement d'un espace politique nouveau, décisif, l'espace homogène défini par les dèmes à Athènes, les dèmes, donc les 10 dèmes qui constituent le corps citoyen. La phrase d'Hérodote est inquiétante quand il dit « Vaincu, Clisthène, attacha le peuple à son étaillerie ». Donc, il était vaincu. Qu'est-ce qu'il se dit? Il faut que je trouve des alliés. Je vais prendre le peuple. Le peuple va être mon allié. Et il fait rentrer le peuple dans le pouvoir. Alors, il y a la petite histoire, comme toujours, et puis la grande histoire. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu Clisthène ou le fait qu'il ait été vaincu dans son rapport avec les successeurs de Pisistrate. Peut-être que ça serait passé aussi comme ça. Mais il y a ce moment qui a un aspect un peu anecdotique et qui en même temps est si important dans ce qu'il constitue historiquement pour nous, qui est cet événement de l'isonomie. Bon, je vais l'élément aller très vite sur cette question, mais vous voyez cette histoire athénienne, si je la lis maintenant de loin, par écart, en passant en Chine, qu'est-ce que je découvre? Eh bien que il n'y a jamais eu promotion en Chine d'un plan du politique. Le politique, c'est le prolongement du familial. Le roi, c'est le père. Et les rapports que nous disons politiques sont en fait le prolongement, l'excroissance de rapports familiaux. Certes,
Il y a de grandes villes qui s'organisent dans la Chine ancienne, dans la Chine antique. Et il y a des fonctions administratives qui s'organisent aussi pour le maintien de l'ordre, pour la défense extérieure, pour l'équilibre entre la consommation et la production. Les Chinois y veillent très bien. Il y a de nouvelles structures spécifiques. Mais en Chine, c'est la structure familiale qui s'étend aux politiques. Disons à l'envers que les structures politiques se sont peu à peu édifiées à partir de ce rapport familial. Ah, pourquoi c'est important ? C'est parce que nous, les Grecs, nous avons promu un plan du politique. Séparé de la nature, en tout cas des rapports de famille et des rapports de proximité locale. Alors que l'idée chinoise, c'est qu'au fond, la famille nous donne le bon mode de gouvernement, qui est que le supérieur répand son influence bénéfique sur l'inférieur et que l'inférieur obéit au supérieur. Il y a donc un aller-retour entre le haut et le bas. Il y a le prince, il y a le peuple. Aujourd'hui, il y a le Parti communiste et puis il y a les non-citoyens chinois. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? La logique n'est pas une logique de liberté, par égalité, l'isonomie. La logique, c'est une logique de régulation pour maintenir l'harmonie. L'harmonie, vous le savez, c'est le grand mot de la pensée chinoise. Harmonie de la famille, harmonie de l'État. D'ailleurs, comment dit-on pays en Chine aujourd'hui ? On dit « guotia ». Guo signifie principauté, tia signifie famille. Famille, n'est-ce pas ? Encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est l'idée que Guo, la principauté, l'État, est formé à partir de la logique familiale. Mais l'important, si vous voulez, à travers la famille, c'est l'idée d'un commandement qui s'exerce sponté sua. Comme on respecte son père, on respecte son prince. Il y a donc des sentiments naturels dans la famille. Les enfants respectent les parents. Bon, je ne sais plus si c'est tellement vrai aujourd'hui pour nous, mais en tout cas, c'est ce qui a prévalu durant tant de temps. Donc, il y a une affection des parents pour leurs enfants et il y a un respect des enfants pour leurs parents. C'est naturel. Ça va de soi. Eh bien, on va brancher le politique sur cette naturalité-là, celle du respect et de la bienveillance. Et donc, sans jamais inquiéter la structure hiérarchique, mais au contraire, en la déployant, en la confirmant sur le plan politique. Avec en vue cette chose essentielle, non j'insiste parce que si on veut comprendre un tout petit peu la Chine aujourd'hui, il faut comprendre ça. Que la Chine aujourd'hui, ce qui fait qu'on a un parti communiste chinois dans un pays hyper-capitaliste, boulimique de consommation, comment ça tient cette chose-là ? Ça tient parce qu'il y a l'idée de régulation. Non pas l'idée de liberté, mais l'idée d'harmonie. Il faut que ça forme un tout harmonieux. Donc, en se branchant sur cette harmonie spontanée que serait la famille, entre le respect des enfants pour les parents, pour les aînés plus généralement, et la bienveillance et l'affection des aînés pour les plus nés, qu'ils protègent. Vous me suivez ? Bon, je ne voudrais pas être trop seul dans cet exercice. Je vais vous lire simplement Confucius dans un mot qui est tellement simple, qui est, quel est l'idéal politique ? Père, être père, fils, être fils, prince, être prince, vassal, être vassal. Tout est dit. Chacun remplit sa fonction, là où il est. Je suis père, je suis fils, je suis prince, je suis vassal. Et donc chacun n'en sort pas. Chacun se conforme à son statut familial, social. Une tautologie. Vous voyez qu'on est loin de la construction des Grecs. On est loin du raisonnement grec de la philosophie. On est loin, si vous voulez, de cette belle édification d'une pensée grecque qui toujours cherche l'énigme, s'aventure, questionne. Non, on est dans le développement d'une sorte d'évidence qui est celle de quoi ? Il faut lâcher le mot maintenant, d'immanence. Immanence du pouvoir. Immanence de la régulation, se déployant en harmonie. C'est ce qui fait que le prince chinois, quand il est un bon prince, n'a rien à faire. Parce qu'il laisse
fonctionner l'immanence, il laisse fonctionner l'harmonie, y compris le dictateur. Vous savez, dans les pensées politiques de la Chine ancienne, il y a différentes écoles, dont l'une, qu'on appelle légiste, c'est très mal traduit, la pensée de l'autoritarisme, voire la dictature, celles qui font l'Empire chinois en moins 221, eh bien, le bon prince n'a rien à faire parce que les rouages marchent si bien, l'immanence est si bien déployée que finalement, il peut partir en vacances, la machine à obéissance fonctionne toute seule. Idéal donc de la régulation. Je vais très vite simplement pour dire encore ceci, c'est que les Grecs ont pensé le politique à partir des formes du politique. Les eidetes politeias. Il y a des formes modèles, il y a des paradigmes. Et ces paradigmes du politique, vous les connaissez tous, c'est la théorie des régimes politiques. Et les Grecs n'ont cessé de mettre en forme et de travailler entre les différentes formes possibles de régime politique, régime un seul, la monarchie, de plusieurs, paraît-il les meilleurs, l'aristocratie ou l'oligarchie, et puis la démocratie, quand c'est tous qui sont au pouvoir. Donc l'idée, on a pensé le politique, et non pas la politique, à partir des formes du politique, des eidetes politeias, formes modèles. Ça commence, encore une fois, chez Hérodote, et puis c'est ce que vous trouvez développé chez Platon, comme vous le trouverez développé chez Montesquieu. Les formes du régime politique. Les formes idéales, ce qu'on appelle les principes politiques, ai politicae archae. Alors s'il y a un peu d'étonnement, enfin moi en tant que philosophe sinologue, helléniste et sinologue, circulant entre les deux, qui n'est pas souligné du tout, mais que je trouve vertigineux, c'est que je n'ai jamais vu un Chinois, avant l'arrivée de l'Europe en Chine, qui ait pensé un autre régime politique que la monarchie. Pas un. Pour les Chinois, le pouvoir, c'est le pouvoir d'un seul. D'un seul. Donc, le fait qu'on n'ait pas imaginé en Chine d'autres régimes politiques que la monarchie, donc ça signifie en fait qu'on n'a pas pensé de régime politique. S'il n'y en a qu'un, ce n'est pas un régime. C'est l'évidence, c'est la nature, c'est que le père est aussi père du peuple. D'où cette graphie du terme qui signifie roi en Chine, Wang, la voie royale, qui est trois traits comme ça, horizontaux, superposés, et puis un trait vertical. Et le roi, fausse étymologie, mais symbolique, c'est que le roi, il relie le ciel, la terre et l'humain, le ciel en haut, la terre en bas, l'humain au milieu. Lui, c'est le trait vertical qui, comme un pilier, relie l'immanence de l'ordre du monde à l'immanence dans la société. Il inscrit cette immanence cosmique, la régulation du monde, du jour et de la nuit, l'alternance des saisons, tout ce qui fait donc le cycle de nature, et il la branche sur la société. Bon, l'étymologie est fausse, mais tellement, elle a survécu 2000 ans, et donc inscrit cela pour nous comme étant l'évidence chinoise que la seule alternative politique, c'est non pas monarchie ou autre chose, c'est le bon prince ou le mauvais prince. C'est la seule question qui se pose. Donc le bon prince, c'est l'ordre, le mauvais prince, c'est le désordre. Le bon prince, c'est l'harmonie, la régulation, et le mauvais prince, eh bien, c'est le désordre. Et l'idée chinoise, c'est qu'il faut mieux encore le mauvais prince instaurant le désordre qu'une absence d'ordre. C'est très intéressant dans les commentaires chinois parce qu'on voit que la panique en Chine, c'est le point de panique ou de tremblement, c'est l'anarchie. Ça, l'anarchie, c'est pire. Il faut mieux un Mao dictateur que personne sur le trône. Non, cet écart est important à penser pour aujourd'hui. Et pour savoir comment nous allons penser le monde et l'organisation politique du monde quand on porte des traditions aussi cohérentes l'une que l'autre. Mais est-ce qu'on fait prévaloir la liberté d'un individu, sujet et citoyen? C'est, disons, oui, je ne vous ai pas lu la phrase de Rousseau quand il dit « on peut dire sujet, on peut dire citoyen ». Sujet de quoi? De la loi. Vous êtes assujetti à la loi, et comme ça, il ressent activement votre pouvoir de citoyen. Donc cet écart est important à songer, à sonder, puisqu'aujourd'hui le monde, il est scindé en deux. Des régimes qui tentent de demeurer démocratiques et d'autres qui préfèrent l'autre voie. Alors,
j'ai dit que les Grecs avaient créé la démocratie et la citoyenneté en modélisant. Je crois que c'est la grande force de la pensée européenne. Et ils ont modélisé en mathématisant. Au fond, notre ordre vient des mathématiques. Et on peut le nommer, Thalès, enfin les grands mathématiciens qui ont été aussi ceux qui ont porté. Parce que l'expérience démocratique en Grèce, elle s'est faite aussi à travers les colonies. On allait quelque part, on fondait une cité, un point de commerce. Comment on organisait la société là? Et c'est là que le débat, quel régime veut-on? D'un seul, de plusieurs ou de tous, eh bien, se posait. Et des philosophes ont rédigé des constitutions. Donc, pensez à un statut modèle. Les Grecs nous ont appris à avoir prise sur le monde par la modélisation. Alors, vous savez, ce qui a été si important pour nous, ce qui a changé la planète, c'est l'application du modèle mathématique. C'est le fait qu'on a inventé une science, la physique, qui pense le rapport à la nature en termes mathématiques. Ça commence avec Archimède, ça se déploiera en grand avec Galilée, l'invention d'une nouvelle science, la physique mathématique, qui a changé la planète. Et la grande question en Chine, c'est pourquoi on n'a pas pu franchir ce stade-là, le stade galiléen, n'est-ce pas? Et qui fait que l'Europe a exercé une suprématie pendant 3 siècles. Mais vous voyez, cette idée du modèle, donc d'une conception rationnelle, idéale, dont s'écarte d'emblée la pensée chinoise de la famille et de l'immanence, la régulation par immanence, quand il dit, je vous cite Platon, « C'était donc en vue d'avoir un modèle que nous cherchions ce qu'est la justice en soi. » Oui, un modèle de la justice. Qu'est-ce que le juste? La justice en soi, dans son essence. Et ce que serait l'homme parfaitement juste, s'il pouvait exister, et de même ce qu'est l'injustice est l'homme complètement injuste. Mais ce qui suit, c'est important pour comprendre ce statut du modèle idéal. Platon rajoute, mais notre intention n'était pas de prouver que ces modèles puissent se réaliser. Donc ce n'est pas je conçois un modèle en me disant est-ce que je vais pouvoir le mettre en œuvre? Non, le modèle pour le modèle pur, le modèle théorique. Pourra-t-on le réaliser? On ne sait pas. Mais en tout cas, nous vivrons sous cette idéalité qui nous conduit, qui nous guide, qui sera sans doute jamais satisfaite, mais qui nous porte à continuer. Et l'image, c'est le peintre. Le peintre, celui qui édifie la Constitution, est comme le peintre qui regarde le modèle qu'il va peindre. Je vous cite Platon encore. « Penses-tu qu'un peintre aurait moins de valeur parce qu'après avoir dessiné le plus beau modèle de l'homme, qu'il se puisse voir et en avoir rendu tous les traits de perfection, il serait incapable de prouver qu'un tel homme peut exister. » Mais quand vous avez un modèle en peinture à l'atelier, vous cherchez à figurer quoi? La beauté canon, la beauté idéale, la beauté absolue. Et la question de savoir si quelqu'un est aussi beau que cela ne vous intéresse pas. C'est ça la puissance du modèle. Bon, vous voyez, ça m'entraîne les Grecs. Je risquerais d'être très long parce que la chose est belle à évoquer quand même. Et quand nous disons que nous sommes citoyens, que nous sommes européens, il faut savoir ce qu'on dit. Mais on porte ça avec soi. Donc la cité, elle est faite selon un plan, avec un dessin et avec une finalité. Et la meilleure façon de faire cela, nous dit Platon, c'est de faire table rase de ce qui existe, d'effacer et d'avoir une page blanche. La page blanche qui sera la page blanche de la révolution que tous les révolutionnaires européens auront en tête, n'est-ce pas? J'efface tout et je recommence. Et je trace les plus belles cités qui soient possibles. C'est ce que dit d'ailleurs Descartes au début du Dictionnaire des méthodes, quand il dit il y a 2 façons de restaurer une ville, ou de faire une ville, Marly le Roi, soit je répare, soit je rase, et je fais une belle ville, toute neuve, n'est-ce pas, selon un plan qui est le plan le plus rationnel, le mieux fait. Donc le législateur, il a, comme dit Platon, les yeux fixés sur l'idéal. Vous voyez comment on coupe avec l'immanence, comment on coupe avec tout ce qui serait, si vous voulez, une sorte de propension naturelle. En Chine, on se méfie de toute modélisation qui soit. Et il y a cette chose étrange, c'est que quand je disais les mathématiques, il y a en Chine des mathématiques, parce qu'il faut bien des mathématiques pour gérer les choses, mais c'est toujours des mathématiques appliquées. Il n'y a pas l'idée grecque qui a prévalu, c'est qu'il y a des mathématiques pures, désintéressées. Comme on dit que la philosophie est désintéressée,
des mathématiques pures, donc des mathématiques de modélisation. Ce qu'on a en Chine, c'est de l'arithmétique, de l'algèbre plutôt, des algorithmes, quasiment pas de géométrie. Or, celui qui instaure la pensée démocratique en Grèce, c'est un géomètre. Vous vous souvenez de l'inscription à l'entrée de l'Académie de Platon, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. La géométrie, comme science pure de la modélisation, qui a prévalu pour l'instauration de l'isonomie, de la démocratie, bref, du mode égalitaire que j'évoquais en commençant. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la place? L'influence. La Chine pense en termes d'influence, parce qu'elle pense le réel non pas en termes d'être, mais en termes de flux. Le fameux yin et yang que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Deux flux opposés, mais complémentaires, yin et yang, etc. Eh bien, le pouvoir, c'est pareil. C'est un rapport d'influence du haut vers le bas, ou du bas vers le haut, l'influence bénéfique du prince sur son peuple, et alors ça se dit en termes de vent, le vent qui passe. Confucius dit, quand le vent passe, les herbes s'inclinent. Le vent est invisible, mais les herbes, elles, s'inclinent sous ce passage du vent qu'on ne voit pas passer. Eh bien, la politique, c'est ça. C'est donc qu'il y a un vent descendant du prince vers le peuple qui influence le peuple de façon favorable, vers la moralité, et un vent, alors quel est ce vent qui monte du peuple vers le prince? C'est le vent des critiques indirectes. Le prince peut dévier, des critiques indirectes. Le prince peut dévier. Et si le prince dévie, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On lui murmure des critiques. On fait passer des critiques. Le premier livre de poésie en Chine, le classique des poèmes, dans sa préface, dit ceci. Le bon conseiller, c'est quelqu'un qui laisse entendre sa critique à l'oreille du prince, qui en dit assez pour que le prince entende, pas assez pour risquer sa tête. Donc on est dans un entre-deux d'une parole poétique qui est tamisée, imagée, tamisée. Mais moi j'ai connu ça en Chine. La première fois que je suis allé en Chine, c'était juste avant et juste après la mort de Mao. Et vous savez qu'au début 1976, mort du Premier ministre Zhou Enlai, la Chine, c'est bien que Zhou Enlai vient de mourir, Mao va mourir, il meurt en septembre de la même année. Et qu'est-ce qui se passe sur la place Tiananmen? Place faite à l'occidentale, une place publique. On voit apparaître des poèmes. Sur les murs de la cité interdite et tout autour des poèmes. On se dit, les journalistes européens disent « Ah, est-ce que c'est beau, les Chinois, ils sont poètes, tout le monde écrit des poèmes, etc. » Mais non, on n'écrit pas des poèmes, on écrit un langage imagé pour laisser passer des critiques à l'égard de ceux qui seront la bande des quatre, n'est-ce pas? Donc, on susurre, on murmure des critiques. Notamment, il y a un poème qui faisait l'éloge de Yang. Yang, en Chine, c'est le peuplier. Alors vous direz, mais faire l'éloge du peuplier, c'est quand même, sur la place Tiananmen, à quoi ça sert? Mais c'est que Yang, c'est le nom de Yang Kaihui, la 4e épouse de Mao, et en faisant l'éloge de Yang Kaihui, on faisait la dénonciation de Tian Qing, la 5e épouse de Mao. Et Tian Qing ne s'en est pas trop. N'a pas douté, il a fait nettoyer la place. Or, c'est ce qu'on faisait déjà 3000 ans plus tôt en Chine, dans le classique des poèmes, où un poème qui fait l'éloge de la princesse, on dit de quelle belle région elle vient, quelle est la beauté de son maintien, quelle est la beauté de ses vêtements. Tout est beau. Et le commentateur dit, c'est un poème critique. Oh, tout est beau. Critique comment? Qui vise-t-on? Le prince, le mari qui découche et qui ne s'occupe pas du royaume. Donc on fait l'éloge de la princesse, systématique, complet, mais on laisse sous-entendre, n'est-ce pas? Eh bien, en creux, on dit faire du bruit à l'est pour attaquer à l'ouest. Donc vous voyez qu'on est loin de la démocratie, qui repose sur quoi? Eh bien, sur l'égalité de la parole et le vis-à-vis de la persuasion. Bon, je vais encore plus vite. Je signale deux choses. D'abord, l'une que je dois, parce que M. le maire m'a dit en descendant ce noble escalier qu'il était pour les rites. Donc je vais être obligé de reconnaître qu'il y a une opposition de nouveau, un écart à marquer entre la loi, d'une part, le rite de l'autre. Si j'ai dit que la démocratie se disait d'abord isonomie, c'est l'égalité de la loi et devant la loi. C'est ça qui fait le fondement même de notre affaire.
Et il y a effectivement une histoire grecque de la loi, qui d'abord est une loi qui est thesmos en grec, qui est posée par quelqu'un qui a l'autorité. Thesmos, c'est bien de titémie, je pose, je place. On passe la loi comme une norme pour organiser la vie commune. Mais il y a ce tournant essentiel quand on passe de thesmos, la loi posée, à nomos. Et nemo en grec signifie partager. Nomos, c'est la loi partagée. C'est plus la loi imposée, c'est la loi partagée. Nomos. Et c'est ce que vous voyez avec l'avènement de la cité grecque. Avec ses codes de loi, sévère est en termes de thesmoi chez Dracon, Solon, et puis nomos, qui prend le relais de cela et qui dit l'idéal de la loi comme étant ce partage, et qui fixe la possibilité de la liberté. De l'être citoyen, c'est qu'il y a une loi, et une loi pour tous, une loi égale pour tous. Je vous lis là encore Hérodote, quand il dit... Alors, c'est très beau, parce que c'est dit face à Darius. Vous savez que la Grèce, la Grèce se forme dans cette opposition au grand roi. On a la petite Grèce avec ses cités, comme cela, et puis le grand espace perse, n'est-ce pas, du grand roi, menaçant les cités grecques, d'où les fameuses guerres, Marathon, Salamine, enfin cette histoire-là, qui est l'histoire par laquelle les cités grecques s'affirment dans leur autonomie historique. Hérodote, donc, c'est face à Darius, le grand roi de Perse. Il est dit ceci, par les Grecs, plutôt des Grecs, il est dit, car s'ils sont libres, ils ne sont pas libres en tout. Ils ont un maître, la loi, qu'ils redoutent encore bien plus que tes sujets ne te craignent. Toi, on te craint, Darius, mais les Grecs, les Athéniens, craignent beaucoup plus la loi qu'on ne craint une personne, si, disons, puissante que cette personne. Donc il y a bien une conscience grecque d'une spécificité inventée par eux, qui est, du passage de thesmos à nomos, cette loi partagée, égale, à laquelle on se soumet par décision volontaire. C'est ça qui compte. Vous savez, la mort de Socrate, quand Socrate est condamné à boire la ciguë, il pourrait, on ferme les yeux, il pourrait s'en aller. Il y a ce très beau texte dans Platon qui est où il y a cette invitation faite à Socrate, fuis, quitte Athènes. Et Socrate répond non. J'ai vécu sous des lois, je mourrai sous les mêmes lois. Puisque j'ai été citoyen athénien soumis à ces lois, si elles me condamnent, ces lois, je m'y soumets encore. Bon, c'est pas rien, n'est-ce pas? Être citoyen, c'est accepter cette soumission à la loi, choisie, voulue, et même voulue, quand la loi se retourne contre soi. Cela pour dissiper une chose que les Grecs ont désignée d'un nom comme ça, qui est adéia, c'est supprimer la crainte de l'arbitraire, la crainte, disons, du pouvoir comme ça, de l'exercice humain du pouvoir qui est toujours menacé d'arbitraire et de violence. Vous voyez bien que l'idée grecque de la démocratie, c'est évacuer la violence et la remplacer par autre chose qui est la persuasion. Chez Platon, c'est très clair, c'est l'un ou c'est l'autre, bia ou peito. Alors oui, qu'est-ce qu'il y a à la place des lois grecques en Chine? Ce qu'on appelle d'un mot qui est un très mauvais mot, un mot faux, mais il n'en a pas d'autre, ce qu'on appelle les rites. Mais le terme ne convient pas. Et quelqu'un qui a eu l'intelligence de cela, dans ce livre magnifique qui est L'Esprit des lois, Montesquieu, nous dit ceci de la Chine. Il a très bien vu qu'il n'y avait pas de mot pour traduire cette chose chinoise qui fait tenir la société en Chine, que nous traduisons par rite parce qu'on n'a rien d'autre, mais qui est beaucoup plus vaste que ce que nous désignons par rite. Il dit ceci. Les législateurs de la Chine, alors non, ce ne sont pas des législateurs, ça c'est le terme de Montesquieu. Les législateurs de la Chine firent plus que qui? Que les gens de Sparte. Parce qu'il y a Athènes, puis à l'envers d'Athènes, c'est Sparte. Ben oui, mais il y a pire que Sparte, c'est la Chine. Là, on sort du monde européen, la Grèce entre Sparte, qui a gagné, et Athènes, qui a perdu, en étant la ville démocratique, la fin de la guerre du Péloponnèse. Il dit ceci. Les législateurs de la Chine firent plus. Ils confondirent la religion, les lois, les mœurs et les manières. Tout cela fut la morale, tout cela fut la vertu. Les préceptes qui regardaient ces 4 points furent ce qu'on appela les rites. Avec les rites, ça contient donc la religion, ce que Montesquieu appelle les lois, c'est-à-dire les normes comportementales, les mœurs, les bonnes mœurs,
Et les manières, la façon de saluer, de serrer la main, de dire bonjour, et en Chine c'est très important, n'est-ce pas, dans ces procédures de politesse, de civilité. Le XVIIIe siècle, d'ailleurs, n'a cessé de rêver à la civilité chinoise. Ce n'est pas citoyenneté, c'est civilité, être civil, c'est-à-dire avoir un comportement adéquat en société. Mais faut-il sacrifier la citoyenneté à la civilité? C'est ça la grande question que ça nous pose à nous, n'est-ce pas? Il y a du kiwisme des deux côtés, mais est-ce qu'il ne faut pas mieux parfois être insolent et bon citoyen que civil et obséquieux? Alors, qu'est-ce qui fait, ce que rend mal le terme de rite? Qu'est-ce que c'est en Chine qui fait tenir la société, qui donne sa cohésion? C'est ce que j'appellerais des normes comportementales. Des normes comportementales. Et c'est l'opposé des lois, parce que les lois, elles sont édictées. Les lois, on s'y soumet volontairement. Les lois sont argumentées. Dans Platon, dans le texte des lois de Platon, l'œuvre finale de Platon, les lois, eh bien, chaque loi est justifiée d'abord. On explique pourquoi on veut cette loi. Donc elle est argumentée, raisonnée. Les normes comportementales, elles sont quoi? Elles sont apprises par habitude. C'est du comportemental, c'est du dressage, n'est-ce pas? Quand Pascal dit « prenez de l'eau bénite », n'est-ce pas? C'est qu'à force de prendre de l'eau bénite, on commence à croire un peu. Les normes, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ces normes comportementales qui, donc, deviennent si habituelles, si assimilées, qu'on le fait sans y penser. Et les normes comportementales sont d'autant plus fortes que ça procède de nouveau par immanence. Vous voyez, donc, ce sont les normes comportementales qui véhiculent la régulation. Une régulation qui est d'autant plus cohérente qu'on n'y songe pas, qu'on ne soupçonne pas leur adéquation. Le terme qu'on traduit par rite, ces normes comportementales, l'étymologie chinoise, c'est la chaussure, li. La chaussure qui tient le pied, qui tient bien le pied, qui évite qu'on fasse une entorse. Donc, il faut qu'on soit bien tenu par des normes comportementales qui seront d'autant plus efficaces qu'elles seront assimilées, n'est-ce pas? Et qu'on s'y soumettra sans y penser. Bon, dernier point d'écart, c'est la parole. C'est que nous devons penser à la démocratie à partir de la parole. La parole échangée, j'évoquais la scène homérique des soldats en rond, c'est la parole, c'est le logos, qui s'éprouve dans le fait qu'il peut contredire un autre logos. Au fond, la démocratie s'est construite sur une chose qui est ce qu'on appelle en grec les antilogoi, discours contre discours. L'idée grecque essentielle, c'est que si un discours peut mettre en valeur une idée, il faut deux discours opposés pour en éprouver la vérité. Ce n'est que dans la contradiction des discours qu'on met à l'épreuve le discours. Ça, c'est l'idée grecque qui nous est si familière et sur laquelle est fondée la démocratie. Vous voyez, nos élections présidentielles, dernier moment, c'est quoi? C'est le débat télévisé où chacun cherche à avoir les arguments opposés de l'adversaire. Souvent, ils ont du mal d'ailleurs, parce qu'ils pensent souvent la même chose, mais ils doivent au moins faire semblant de penser contradictoirement pour faire jouer le jeu démocratique. Et si notre démocratie patine un peu aujourd'hui, c'est que souvent, nous ne trouvons pas cette contradiction possible. On pense la même chose en gros sur l'Europe, sur, plein de choses, mais il faut que nous mettions en théâtre, comme le faisaient les Grecs, cette opposition des discours pour éprouver la validité du discours que je tiens. Et vous savez que philosopher, c'est quoi? Philosopher, c'est cette chose absolument aberrante, qui est que quand je pense, je cherche la pensée qui pourrait me contredire. Thèse, antithèse, vous avez tous fait ça à l'école, n'est-ce pas? Si j'avance une thèse, je dois me demander qu'est-ce qui peut s'opposer à elle, et c'est en me demandant ce qui peut s'opposer à elle que je vais l'éprouver, vérifier sa possibilité de vérité. Nous vivons là-dessus, sur le fait que nous nous contredisons au sens où dès que quelqu'un... Alors vous savez qu'à Athènes, dès que quelqu'un faisait une proposition à l'Assemblée, on disait qui veut critiquer cette proposition ou faire une autre proposition ou faire une proposition inverse. Dans le même temps de parole, iségoria, comme j'ai dit, isonomia, iségoria, égalité de parole. Vous avez 20 minutes pour parler pour, 20 minutes pour parler contre. Et c'est ainsi au Conseil, c'est ainsi à l'Assemblée, c'est ainsi au tribunal. Au tribunal, accusation, défense. Ça vous paraît évident? Mais c'est tellement singulier. C'est tellement... assister à un procès en Chine, vous verrez que le condamné, qu'est-ce qu'il fait? Il va se coucher sous sa critique
pour dire si je me critique bien, si je m'autocritique bien, j'aurai une peine moins lourde. L'idée qu'il y a une force dans cette opposition parole contre parole, anti-logoi. Nous vivons là-dessus, le débat télévisé avant les élections présidentielles, c'est la mise en scène ultime de cela, n'est-ce pas? Même temps de parole à l'horloge, et vous avez cette idée grecque avec la clepsydre, n'est-ce pas, qui mesure le temps. Alors, la Chine se défie du discours. Je vous ai dit, les critiques, elles sont indirectes, elles sont de biais, elles sont insinuées avec embâge, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il faut auprès du prince? Non pas le convaincre, mais avoir l'oreille du prince. Et quand vous avez vraiment l'oreille du prince, vous n'avez plus rien à lui dire. Il vous suit. Toujours l'influence. On pense en termes de flux. Le monde est fait de flux, d'énergie, de respiration, n'est-ce pas? De chi. Et donc, la politique, le pouvoir, tout ça, c'est aussi une affaire de flux, bien gérer les flux, les réguler, et donc influencer. Eh bien, le conseiller influence le prince, ne cherche pas à le persuader. Quelle différence entre les deux? C'est que l'influence se fait à mon insu. La persuasion, même si elle est un peu manipulatrice, elle se fait avec mon consentement. C'est ça qui permet de créer un espace politique du citoyen. Bon, à marche forcée, j'ai évoqué un peu cet écart, mais pour donner à réfléchir à deux choses. Réfléchir à, disons, la singularité que nous portons quand nous disons banalement être citoyen. Non, c'est une chose essentielle, qui a des conditions très particulières à l'égard desquelles il faut être vigilante, mais d'abord conscient. Alors maintenant, je vais te dire, librement, monsieur le maire, j'espère que vous m'y autorisez, mon point de vue. Parce que là, pour l'instant, j'ai rapporté l'histoire, le point de vue des autres. Je vais venir un peu philosopher, c'est aussi dire ce qu'on pense, en tant que sujet pensant. Alors, je vais vous dire très rapidement comment je conçois cette chose essentielle, puisque j'ai dit, le prenant chez les Grecs, qu'être citoyen, c'est participer. C'est la question d'aujourd'hui. Comment participe-t-on? Qu'est-ce que c'est que participer à la cité? Est-ce que participer, c'est donner son opinion? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et moi, les sondages, pour moi, c'est l'antidémocratie. Je vais très vite, parce que j'ai peu de temps. Mais je veux dire que l'opinion, on nous sonde sur beaucoup de choses, et des choses souvent pour lesquelles je n'ai pas de compétences. Et bien même, je n'ai pas de temps à y perdre. On vous sonde tous les jours, vous pensez de quoi? D'une marque de chaussures ou de savon, et puis qu'est-ce que vous pensez de telle et telle chose, et même de questions politiques. Sondage comme ça, anonyme, à tout bout de champ. On répond quoi? On répond ce qui vous passe par la tête, on répond l'opinion des autres, on répond l'opinion du jour. Donc je pense que ce n'est pas de donner son opinion qui fait un citoyen. Et puis je dirais en plus que je suis soupçonneux à l'égard de la façon dont on gère l'opinion et surtout dont les médias traitent l'opinion. Moi, je suis quand même stupéfait de voir, alors je vais devenir polémique, mais comme je l'ai dit que je croyais au pour et contre du discours, et que pour moi c'est comme ça qu'on est citoyen, c'est en se réfutant, je vous dis cela, mais j'attends que vous me réfutiez. Mais si vous voulez, je suis surpris que les médias, quand il y a un mouvement d'opinion comme ça, qu'il y a 50 ou 50 000 personnes qui bougent en France, on dit la France, c'est ça la France. Je pense aux Gilets jaunes, par exemple. Je vais mettre des noms sur les choses. Je suis surpris que s'il y a une manifestation de 100 000, 200 000 personnes contre la vaccination, on dise, voilà, les Français sont contre la vaccination. Non, il faut écouter l'autre opinion, celle qui ne se dit pas, celle qui ne se sonde pas, celle qui échappe au... Parce que les médias, ils vont mettre le micro devant celui qui parle ou qui braille, qui manifeste. Et ils ne vont pas mettre le micro sous la bouche silencieuse des 58 millions ou 59 500, etc., qui ne dit rien, mais qui pense néanmoins, et qui est citoyen en pensant, et même en résistant, c'est-à-dire en n'adhérant pas à, disons, l'opinion qui, comme ça, est retenue par les médias. Donc je pense que les médias sont quand même de grands fossoyeurs de démocratie. Fossoyeurs, parce que, je veux dire, ils donnent la parole, non pas de façon égalitaire, selon l'isonomia, et non pas de façon contradictoire, selon les anti-logoi qui font les démocraties, ils donnent la parole à celui qui braille, et qui souvent n'est pas nombreux. Et donc ils isolent souvent une majorité rendue passivement silencieuse et donc démunie. Moi, je l'ai prouvé violemment dans les dernières années. C'est pour ça que je le dis ici publiquement. Qu'est-ce qui menace l'être citoyen? C'est donc la démagogie. J'ai parlé de démocratie, mais il y a l'autre,
il y a l'autre ombreux, ténébreux, qui est la démagogie. Et la démagogie, c'est quoi? C'est flatter l'opinion. Alors, il y a un texte de Platon que je ne peux pas ne pas vous lire, même si je dois me hâter. C'est que le peuple, dit Platon, c'est quoi? C'est comme un gros animal. Et on va chercher dans quel sens on caresse le gros animal. C'est pas. Alors, il y a une phrase de Platon qui est si ironique qu'elle vaut pour toute notre histoire. Je vous la lis. Ayant à nourrir un animal gros et fort, après en avoir observé minutieusement les mouvements instinctifs et les appétits, par où il faut l'approcher et par où le toucher, quand et pourquoi il est le plus hargneux et le plus doux, à propos de quoi il a l'habitude de pousser tel ou tel cri, et quels sons de voix l'adoucissent ou l'irritent, qui, dis-je, après avoir pris tout cela par une fréquentation prolongée, c'est en fait caresser ce gros animal qui est le peuple. Mais il y a deux mots en grec pour dire peuple. Plétos, la masse, le gros animal, et puis démos, le peuple citoyen. Tourba en latin face à populus. Donc il y a deux mots. Est-ce qu'on flatte la tourba, la plétos, la masse, la foule, le gros animal, ou est-ce qu'on constitue et est-ce qu'on s'adresse au démos? Le démos, c'est le peuple citoyen, formé par les citoyens. Bon, j'en ai dit assez, Platon avait, dans cette phrase, a tout dit, n'est-ce pas? Alors, il y a une formule chinoise que je vous cite parce que je la trouve drôle. Le prince en Chine, comment il est démagogue, le prince en Chine. La démagogie n'est pas réservée à la démocratie. On dit ça dans Zhuangzi, le prince dit au peuple, n'est-ce pas? Plutôt dit aux singes. C'est pas rien que le peuple, foule, se représenter sous figure de singe. 3 châtaignes le matin, 4 le soir. Les singes grognent. Bon, 4 le matin, 3 le soir. Les singes sont contents. Bah, souvent, nos réformes sont un peu ça, si vous voulez. Vous voulez pas ça? Les impôts, on baisse les impôts ici. Vous avez des impôts là, vous trouvez trop fort, vous râlez. On vous les baisse, mais on va les augmenter ailleurs. Moins de châtaignes, plus de châtaignes, n'est-ce pas? Ça, c'est la démagogie. Donc, vous voyez qu'elle existe en Chine tout autant qu'en Grèce. Le gros animal est partout. Et la question, c'est est-ce qu'on le caresse ou pas? Alors, je crois qu'il y a un choix politique des hommes politiques, qui est le choix premier. C'est est-ce que j'assume ma fonction politique et donc je parle au peuple, j'essaie de le persuader, mais il peut me contredire, ça c'est la démocratie, ou est-ce que je le caresse? Ça c'est la démagogie. Bon, une fois que j'ai dit ça, je voudrais m'interroger sur chose récente, ce qu'on a appelé la Convention citoyenne sur le climat. Les citoyens étaient dedans. Comment s'est-elle formée? Tirage au sort. Est-ce pertinent? Si je me retourne vers les Grecs, excusez-moi, c'est héritier, les Grecs avaient parfois des formes de tirage au sort d'origine plutôt religieuse, pour des fonctions très courtes, donc de façon très cadrée. Pas du tout pour penser l'avenir, ou réfléchir sur, disons, le bien commun. Moi, je suis perplexe devant cette institution d'une convention citoyenne du climat promue par tirage au sort, parce que, qu'est-ce qui fait la démocratie? Platon l'a bien dit, il faut de la compétence. Je ne m'improviserai pas expert de la question du climat, même si je suis des conférences, même si j'écoute des ONG, même si je m'informe. Mais s'informer, ce n'est pas être compétent, c'est apprendre ce que les autres en disent. Donc, est-ce qu'on peut instituer une instance, non pas souveraine, mais établie, reconnue, à vocation de conseil, sur tirage au sort? Je pose la question. Je ne tranche pas, mais je me dis qu'il faudrait réfléchir aux conditions de possibilité de la démocratie, qui pour moi reposent quand même sur la compétence, la persuasion, l'échange des paroles contradictoires, donc de la conviction, pas seulement de l'information. Bon, vous voyez, j'ose un peu, je me risque un peu, et je vais encore me risquer un peu plus en me demandant qu'est-ce que c'est que participer, ici, à Marly-le-Roi, et en essayant de répondre à cette invitation de l'Université citoyenne. D'abord en faisant deux choses. Je crois qu'il faut penser que être citoyen, c'est participer, et comment participons d'abord, c'est en votant. C'est ça qui est la participation active du citoyen, c'est voter. Contre le sondage. Le vote, c'est le contraire du sondage. Le vote, c'est le contraire du sondage, parce que sonder, c'est à tout bout de champ, c'est sur n'importe quoi, la question du jour. C'est aussi bien, encore une fois, une marque de savon que
Qui voulez-vous comme président? C'est un peu vaste, comme variété de sujets. Et je réponds comme ça, je réponds dans la rue, je réponds au téléphone. Voter, c'est autre chose, c'est tout autre chose. Voter, c'est solennel. C'est à un moment du temps, fixé à l'avance, avec une préparation, des discours opposés, des candidats qui expliquent leur programme, leur modèle. Je sais bien que les programmes électoraux ne sont pas accomplis, appliqués, ça on le sait tous, soyez pas si naïfs. Mais au moins ils permettent de construire du débat. Et lesquels vous savez déjà, on ne fait pas des programmes électoraux pour les appliquer, on fait des programmes électoraux pour discuter, débattre, organiser la démocratie. Donc le vote, c'est le contrat de sondage. Le vote, il est solennel, il est constitutif de la communauté citoyenne. Et donc la première participation, Gérald Larcher l'évoquait tout à l'heure parce que c'est le drame d'aujourd'hui, c'est de comprendre que voter, c'est pas comme ça, c'est pas en passant. On se dérange, et moi je suis pour qu'on se dérange pour voter. C'est pas par... On se dérange, ben on ira plus tard à la campagne, on va voter en se dérangeant, parce qu'on fait un geste engagé. Voter, c'est cela. Donc le contrat du sondage est voté parce que vous avez un choix. Tel programme ou tel autre, telle personne ou telle autre. Vous avez ces 2 jours d'avant le vote où on arrête tout, silence, conscience. Et il y a l'isoloir. Et je prends un bulletin de chaque, pas pour montrer aux autres, pour ne pas influencer les autres. L'influence, n'est-ce pas, que je critiquais tout à l'heure, non, parce qu'il y a une conscience civique. Il y a un moment où je fais le choix, peut-être pas éclairé, mais en tout cas, le choix, en tout cas, je tranche, je décide. Et la démocratie, c'est trancher. Il faut du trancher, donc il faut une occasion. Bien sûr, vous me direz, ce que nous disent les Chinois tout le temps, mais vous avez une élection, 51% pour, 49% contre, et les 49% ne font plus rien pendant 5 ans. Eh oui, c'est tranché. Et quel est le modèle qui est derrière? Il faut quand même se le rappeler. C'est la bataille rangée. Vous avez ce moment grec d'époque archaïque, qui est celui où s'organise ce qu'on appelait après la bataille rangée. Qu'est-ce qu'on faisait? Vous savez, avant, la bataille, c'est quoi? C'est une mêlée, on se tape dessus, et puis, bon, il y a des morts, et quelqu'un dit « j'ai gagné ». Puis on a fait autre chose. On a organisé l'armée en phalanges. Les phalanges, c'est donc des troupes qui sont rangées, et qui vont courir l'une contre l'autre et faire pression, autismos, et une phalange va l'emporter sur l'autre. C'est ce qu'on appelait le modèle grec de la guerre, qui se met au point en Grèce au VIe siècle avant notre ère, au moment même où s'organise la cité. C'est la même logique frontale, d'une pression exercée d'un camp contre l'autre, et puis finalement, un camp enfonce l'autre et l'emporte. Et on sait qui a gagné. Ça, la grande commodité de la démocratie. C'est bien sûr, vous allez me dire, il y a un jour où c'est sanglant, le jour des élections. Mais le soir, on sait qui a gagné, on sait qui a le pouvoir, au vu et au su de tous. Vous ne savez jamais vraiment, en Chine ou ailleurs, dans une dictature, qui a le pouvoir. Il y a devant, mais il y a derrière. Il y a derrière le rideau, il y a toutes les influences par-dessous, il y a tout ça. Au moins, dans une démocratie, vous savez qui a le pouvoir, donc qui est responsable, et qui vous pouvez ensuite critiquer. Donc je crois que, alors c'est très important de voir comment en Grèce, ce que j'évoquais d'abord rapidement sous la forme de l'agora, du débat, disons, pour ou contre à l'Assemblée, a son équivalent sur le champ de bataille, et cette originalité grecque de la phalange, où, disons, on range les soldats. Alors, la bataille en Grèce, on sait que ça dure à peu près une heure, hein, c'est pas long. On pose son barda, on boit un peu de vin, le général fait un discours. Tous ceux qui ont fait du latin et du grec se souviennent de ces harangues des généraux, pour vous dire, citoyens, c'est pas, vous êtes soldats et citoyens, c'est que les citoyens athéniens étaient soldats et citoyens. Socrate est d'abord connu parce qu'il s'est battu courageusement à Mantinée et ailleurs, les pieds dans la neige, sans chaussures. Donc, le général fait un discours à ses troupes pour les persuader de concentrer en elles le maximum de courage et de risquer la vie au nom de quoi? Au nom de la liberté, au nom des ancêtres, au nom de la cité. Donc il y a, là encore, même au moment du combat, il y a un exercice de persuasion pour mobiliser le maximum de courage, pour aller comme ça se précipiter, et ensemble. Parce que les soldats de la phalange, ce sont des hoplites, qui ont chacun une lance et un bouclier, et le bouclier pour protéger celui qui est à côté. La lance, c'est pour pénétrer celui qui est en face, mais le bouclier, c'est pour protéger celui d'à côté. Donc on est à égalité. Vous voyez donc que la constitution des phalanges, champ de bataille, et des citoyens à l'agora, c'est la même logique, c'est-à-dire égalitaire.
chacun protégeant l'autre et dans un face-à-face avec l'adversaire. La démocratie, c'est cela. Et on sait qui a gagné. Et donc, il y a quelque chose qui est coûteux peut-être pour le sort des élections, pour ceux qui ont perdu, mais qui au moins instaure ce principe qu'on sait qui gouverne. Et on sait qui on peut critiquer ensuite et invoquer. Bon, donc, en tout cas, j'espère avoir laissé passer ma conviction que le vote était le contraire du sondage. Et leur participer comment ? Je pense qu'il y a une, vous l'avez dit tout à l'heure, participer, je pense, dans les modalités nouvelles qui nous s'offrent à nous aujourd'hui, c'est associer. Associer. Socius en latin, l'association. Association citoyenne. Associer, je crois que c'est la modalité nouvelle, puissante aujourd'hui, pour, disons, réduire l'écart entre gouvernants et gouvernés, entre élus et le peuple, le démos, citoyen. C'est que qu'est-ce qui peut être intermédiaire ? Faut-il encore des corps intermédiaires ? Faut-il encore des... Non, je ne crois pas. Il faut simplement trouver comment tisser entre ces deux strates, la strate de ceux qui ont du pouvoir, de la souveraineté plutôt pour le dire à la façon de Rousseau, ceux qui exercent une souveraineté et ceux qui sont le corps souverain par excellence, c'est-à-dire le peuple, eh bien je vois que l'association est le maillon nécessaire. Parce que d'une part, elle fait appel à des compétences. On sait pourquoi on s'associe et qu'est-ce qui est la matière de cette association. Alors elle est du débat. On s'associe, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Un débat qui est un débat légitime, qui vient aisément. Elle provoque, plutôt, elle relève d'un engagement. On s'associe, donc il y a un geste volontaire, disons, dans ce geste participatif. Elle est de terrain. Elle a un terrain. Moi, Stéphane Gollier l'a dit à l'instant, je vais en dire 2 mots, essayer d'inciter, créer une association philosophique citoyenne, mais il y a un terrain. La philosophie aussi est un terrain. Et elle active un militantisme qui est un militantisme éclairé par sa pratique. Pas éclairé dogmatiquement, mais éclairé par une pratique. Je pense donc que l'association est le mode, disons, à privilégier pour réduire l'écart entre les élus et puis ceux qui les élisent. Il ne s'agit pas de multiplier les échelons intermédiaires, il s'agit de trouver comment tisser du rapport entre les deux. Et je pense que la procédure associative est sans doute un bon, peut-être le meilleur vecteur. En plus, il est diffus, il est de tout ordre, il n'est pas idéologiquement, disons, prévu. Il est selon les occupations des uns et des autres. Je comprends qu'il y ait des associations de pêcheurs, je comprends des berges de la Seine à Marly-le-Roi, je comprends qu'il y ait des associations de toutes sortes. Et c'est le de toutes sortes qui importe. Car il n'est pas déjà programmé, on s'associe parce qu'on porte quelque chose ensemble. Il y a du commun entre nous qu'on veut promouvoir, qu'on veut déployer à partir de pratiques. Alors, je dirais un mot, si vous me laissez encore 2 minutes, je ne déborderai pas parce que je souhaiterais qu'on puisse discuter dans un vis-à-vis polémique peut-être, au sens des phalanges que j'évoquais tout à l'heure, pour vous dire que je pense qu'il y a une activité aujourd'hui essentielle dans l'activité citoyenne qui est de, comment le dire, de ne pas subir l'opinion véhiculée par les médias. Ressassée, n'est-ce pas, et maintenant à l'échelle mondiale en plus. Donc je dirais de défaire les coïncidences idéologiques dans lesquelles nous sommes mis d'emblée. J'appelle coïncidence idéologique le fait qu'il y a des représentations qui, dès lors qu'elles sont collectivement assimilées, deviennent des évidences qu'on ne cesse ensuite de colporter et de ressasser, et qu'on n'interroge plus, et qui bloquent notre capacité d'action, parce que ces coïncidences, ces adéquations idéologiques, ces formes comme ça, ces mots d'ordre qui ne sont plus soupçonnés parce que tout le monde les a en tête et qu'ils nous sont ressassés, nous ne les interrogeons plus, et elles sont, je crois, nuisibles à une vraie citoyenneté. Alors là encore, je vais dire quelques mots, quelques exemples. Vous voyez, résilience aujourd'hui, c'est un mot coïncident, qui ne parle pas de résilience. Tout le monde a ça à la bouche. Dès qu'il y a une difficulté en France, on dit résilience. Mais ce terme fait couvercle. Ce terme, si vous voulez, devient un terme qui au départ est légitime, dans son usage premier, mais qui, devenant coïncident, devenant comme ça, imposé en toutes circonstances, il y a un incendie, il faut être résilient, il y a ceci, il faut être résilient, il y a la Covid, il faut être résilient. Mais peut-on être résilient de tout, pour tout ? Est-ce qu'on est toujours en train de se redresser comme ça pour retrouver la position d'avant ? Je ne suis pas sûr.
Est-ce que c'est un bien pour tout? J'en suis pas sûr non plus. Un mot qui maintenant fait coïncidence, territoire. Qui n'a pas ça à la bouche aujourd'hui? Je serai le président des territoires, n'est-ce pas? Territoire, c'est un mot qui est devenu coïncident. Légitime au départ. Légitime. On ne dit plus province, on dit région, on ne dit plus région, on dit territoire. Mais est-ce que c'est un terme neutre? Est-ce que c'est un terme qui peut servir pour tout? Est-ce un terme qui est légitimement coïncident? Vous savez, quand on dit en français « marquer son territoire », ce n'est pas du partage. Hein. Je marque mon territoire, n'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est un terme qui est d'emblée légitime pour toute situation, disons, partagée entre nous? Je n'en suis pas sûr. Donc voilà, il y a des termes comme ça qui s'imposent à nous, des lieux communs coïncidents, qui sécrètent une sorte d'évidence collective qui n'est plus inquiétée, plus interrogée, et qui, je crois, coince, bloque les possibles. Un thème coïncident en France, par exemple, les vacances, n'est-ce pas? Les vacances, c'est bien. Ça, c'est une sorte de coïncidence idéologique en béton. J'en suis pas sûr. Quand je vis le mois de mai et qu'on se met à travailler, on arrête, on recommence à travailler, etc. Bon. Mais qui osera dire, voilà un thème ou un terme coïncident qu'il faut inquiéter? Est-ce que les vacances, c'est le bonheur? J'en suis pas sûr. Moi, quand je vais en vacances, je me fatigue beaucoup plus que quand je suis au travail. Parce qu'il faut improviser, savoir où on va, etc. C'est très compliqué, les vacances. Bon, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que, si vous voulez, on a comme ça. Vous voyez, moi, alors, si je dis décoïncider, ça ne passe plus par l'apport théorie-pratique. J'ai écrit un petit livre là-dessus, Manifeste, Stéphane le connaît bien, où je dis, si au lieu de dire les profs, on dit les professeurs, on décoïncide. Et ça change tout. Si je ne dis pas les profs, je ne dis pas les avocats, je ne dis pas les médecins, je dis médecins, avocats, administrateurs. Mais qu'en France, on ait dit les profs, les médias disent ça, n'est-ce pas? Et qu'on s'y habitue, que ça devienne coïncident. Je trouve ça dangereux. Parce que je n'ai plus inquiété, et ça ravale, ça abaisse, excusez-moi de le dire comme ça, une condition qui est pourtant la condition essentielle du pays, qui est de former les citoyens de demain, et on doit dire donc les professeurs, comme on dit les médecins, comme on dit les avocats. Ça, c'est une décoïncidence, modeste, locale, minimale. Mais quand on fait ça, ça ne passe pas par l'apport théorique pratique. C'est simplement que je décoïncide, je fissure la coïncidence idéologique installée. Pour moi, être citoyen, c'est d'abord faire ça. Fissurer les coïncidences idéologiques installées, ressassées, que les médias véhiculent tout le temps et qui nous traînent dans la tête, si bien que quand on nous interroge par sondage, on les répète. Les fissurer. Dénoncer ne sert à rien. On n'a pas la force. Si je dénonce le fait qu'on abîme le métier du professorat quand on dit les profs, ça ne suffira à rien. Si par contre je dis les professeurs au lieu de dire les profs, là je décoïncide de fait, en acte. C'est du factuel, c'est de l'efficace. Donc je pense que nous avons... Le problème de notre époque, c'est quoi? Par rapport à ce que j'évoquais des Grecs, c'est qu'on ne peut plus modéliser aujourd'hui. Notre démocratie a vécu 2 millénaires et demi sur la modélisation, les paradigmes. On ne peut plus modéliser aujourd'hui demain, l'avenir. Avant, on projetait sur demain la bonne constitution, l'idéal politique, l'idéal de la révolution, etc. C'est plus possible. Le monde est devenu trop complexe, le monde est devenu trop mondial pour qu'on puisse encore modéliser. Parce que pour modéliser, il faut isoler. Or, on ne peut plus isoler. On a modélisé autant qu'on veut, mais il y a eu la Covid, et tout ce qu'on avait modélisé précédemment est tombé. Donc, on ne peut plus faire ce sur quoi la démocratie reposait depuis 2 millénaires et demi, savoir modéliser le paradigme. Et puis, il y a cette autre raison, c'est que nous ne croyons plus à l'avenir. Nous avons été des siècles en Europe à faire l'Europe parce qu'on croyait à l'avenir, on croyait que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Les lendemains qui chantent, comme on disait. Or, pour nous maintenant, les lendemains ne chantent plus. Parce que l'écologie, parce que plein de raisons qui font qu'on n'est pas sûr de demain. On n'est pas sûr que demain soit mieux qu'aujourd'hui. Donc, si on ne peut plus modéliser, c'est-à-dire projeter du modèle sur l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire? Fissurer ce qui coince. Ce qui bloque, pour ouvrir du possible. Je ne sais pas quel possible, car je ne peux pas modéliser le possible de demain. Mais je peux rouvrir du possible. C'est ce que j'appelle décoïncider, fissurer les coïncidences idéologiques qui bloquent. Et en France, nous sommes bloqués par tant de coïncidences idéologiques.
Et ces quelques mots que j'ai évoqués tout à l'heure, territoire, résilience, etc., sont même de cet ordre. C'est justifié de au départ. Mais parce qu'ils sont ressassés, parce qu'ils sont médiatisés, parce qu'ils sécrètent une évidence dont on ne pense plus la légitimité. Donc je pense qu'il s'agit aujourd'hui, à travers les associations, de fissurer les grandes coïncidences idéologiques anonymes qui pèsent sur nous, qui bloquent l'avenir, pour ouvrir du possible. Fissurer, c'est un terme modeste. Ce n'est pas renversé, mais souvent quand on renverse, on rétablit un équivalent. Ce n'est pas dénoncer, parce que souvent on n'a pas la force de dénoncer face aux voix médiatiques. Fissurer, localement, minimalement, chacun dans son coin, mais relier ces fissures, les relier, les épauler, les répandre. Je citerai pour finir cette formule de Solzhenitsyn, c'est quand même avec des fissures qu'on fait tomber les cavernes. Merci de votre attention. Alors on va vous donner la parole, parce que fissurer, ça peut être la devise de notre université citoyenne, cher François Julien. Avant de vous la donner, je voudrais quand même... Il y a 2-3 choses que je voudrais dire. La première, c'est que le propre d'un feu d'artifice, c'est comme la neige qui tombe, on n'a pas envie que ça s'arrête. Alors je ne sais pas si c'était la neige qui tombait ou le feu d'artifice, mais on n'avait pas envie que ça s'arrête et ça ne va pas s'arrêter. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que la décoïncidence, je lui trouve au moins un ancêtre qui m'est venu à l'esprit en vous écoutant, c'est le grand philosophe espagnol Miguel de Unamuno qui un jour a dit « Il faut repenser les lieux communs, c'est la seule façon de se délivrer de leurs maléfices ». Je crois que la décoïncidence, c'est pas très loin de ça. La troisième chose, c'est que je dois dire devant tous ceux qui sont ici, puisque vous me l'avez confié, qu'à un moment, on a failli avoir le bonheur que vous deveniez marlichois, et puis la vie en a décidé autrement. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui à François Julien qu'à partir de cette minute, il est citoyen d'honneur de notre ville, s'il le veut bien. Et puis, et je m'arrêterai très vite, vous avez montré à quel point dans votre conclusion, le passage par le tout autre permet de concilier autant qu'on le puisse, et en tout cas de discerner quelque chose qui ressemble à une sorte de conciliation entre justement cette conception intellectuelle de la grecque un peu dogmatique d'une certaine façon, et puis la vision chinoise. Et, que, bon. Et alors, vous n'avez pas besoin de renfort, parce que votre pensée se soutient largement toute seule, mais j'ai cité tout à l'heure le général de Gaulle. Ceux qui sont ici m'en voudraient si je ne citais pas Clémenceau. Et donc, je vais vous apporter le renfort de Clémenceau. Parce que Clémenceau, comme chacun le sait, était un être fondamentalement épris d'atticisme. Il suffit pour s'en convaincre d'aller rue Franklin, dans l'appartement où il a vécu, où il est mort, où la Grèce antique est partout. Comme d'ailleurs dans la petite maison où il a passé les 10 derniers étés de sa vie en Vendée. Car il était vendéen. Et Clémenceau... Oui, profondément vendéen. Merci pour la plaisanterie privée désormais entre nous. Et Clémenceau, il a écrit beaucoup de livres, mais il y en a 3 que je veux citer très brièvement. D'abord, il a écrit un livre sur Démosthène, qui lui a été demandé par une femme qui ensuite est devenue le dernier grand amour platonique de sa vie, qui s'appelait Madeleine Baldensperger, qui est d'ailleurs la femme d'un professeur de littérature comparée à la Sorbonne. Deuxièmement, et ça rejoint ce que vous avez dit à un moment donné, sur les dieux d'avant le christianisme, il a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Pan. Parce que lui, qui n'était pas chrétien, qui se disait athée, qui était plutôt agnostique, parce qu'il a quand même, dans sa tombe, demandé qu'on mette dans son cercueil, à côté du petit bouquet de fleurs séchées que lui avaient offert les anciens combattants sur le front, la Bible qu'il tenait de sa mère protestante, il a écrit un livre, Le Grand Pan, où il considère, un peu à la façon des Chinois qui considèrent que l'occidentalisation du monde est une sorte de parenthèse et que, au fond, l'Empire du Milieu reprend sa place, toujours dans les flux. Lui, il a écrit un livre qui, au fond, considère que le christianisme est une sorte de parenthèse qui se referme et qu'on doit revenir d'une manière ou d'une autre au grand pan, et on n'est plus très loin de ce que vous avez dit. Et puis, il a écrit un 3e livre, en 2 volumes, épais comme ça, c'est le grand œuvre de la fin de sa vie, il y consacre une grande partie de ses nuits, en même temps que ses jours, il s'appelle Au soir de la pensée. Alors, il ne parle pas tellement de la Chine, parce qu'il ne connaît pas très très bien la Chine, je crois, il parle beaucoup plus du Japon. Voilà. Et les 2 dernières choses que je dirais, c'est que vous avez parlé des sondages,
quand je faisais des conférences à Sciences Po, je disais toujours à mes étudiants, et j'étais déjà dans votre sillage sans le savoir, la seule catégorie qui a définitivement ma sympathie dans les sondages d'opinion, ce sont les sans-opinion. Exactement pour les raisons que vous venez de dire. Et si d'ailleurs les sans-opinion étaient plus nombreux, M. Gallup et ses successeurs auraient fait faillite. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de donner instantanément une opinion sur un truc auquel on n'a jamais réfléchi et qui parfois en plus n'a aucun intérêt. Donc les sans-opinion, éloge des sans-opinion. Et puis je termine et je m'arrête. François Julien, j'ai trouvé, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a un petit côté presque franciscain dans une partie de votre propos. Ça n'est pas pour me déplaire. Et on va donner la parole à ceux qui ont grand envie de l'apprendre, en vous réapplaudissant.